Je me souviens quand je suis rentrée au Sérum en 2008, il y a un agronome au MAPAC en Estrie qui me dit « Hey, tu pourrais-tu venir nous parler de biodiversité? » Puis en 2009, déjà, j'avais des données par rapport à ça. Je parlais d'insectes, je parlais de biodiversité. Puis j'étais allée présenter à Lac-Mégantic une conférence. Puis je me souviens que c'était un peu tombé, un peu mi-figue, mi-raisin. Les producteurs trouvaient ça cute, mais il n'y avait pas tant d'intérêt par rapport à, fleurir les bordures, aménager un petit peu. Fait que, on se retrouve maintenant, quasiment une quinzaine d'années plus tard, et je peux vous parler de biodiversité. Et il y a un engouement, mais incroyable dans les dernières années. Je donne des ateliers au champ sur la biodiversité, dans les aménagements. Il y a plein de petits projets qui viennent de partir. On voit des fleurs partout, on voit des haies partout. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir parler d'autre chose que de pesticides, puis de montrer que d'aménager la ferme, ça peut permettre de réduire même l'utilisation des pesticides. Fait que c'est un peu de ça que je vais vous parler. Comment nos aménagements, parce que vous le voyez beaucoup au niveau de la gestion de l'eau, de la gestion des sols, mais ils ont une valeur très, très, très grande au niveau de la lutte intégrée puis de la réduction de l'utilisation des pesticides. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça. Qu'est-ce que c'est la biodiversité fonctionnelle? Parce que dans le fond, c'est ce que vous faites. Vous amenez une biodiversité, mais qu'est-ce que c'est au niveau des insectes? Les insectes bénéfiques, qui ils sont? Parce que vous en connaissez quelques-uns, mais il y a vraiment plusieurs groupes qui sont très intéressants, très pertinents à voir. Pourquoi est-ce que les insectes vont réagir au paysage, puis pourquoi vos aménagements ont un si grand impact? Fait que je vais vous en parler aussi. L'impact des bordures de champs, la diversité à plus large échelle, parce que je pense qu'on peut même penser de regarder l'aménagement à l'échelle du paysage maintenant, puis surtout en Montérégie, ça peut être très intéressant. Je vais vous parler de projets qui ont été faits au Québec. Puis l'impact économique, puis comment on peut, par où commencer? Mais vous avez déjà commencé. Donc, on le sait que les changements climatiques en Montérégie, on va avoir vraiment, vous le voyez déjà, on a des variations de température beaucoup plus importantes, on a des pluies plus intenses, donc il y a vraiment des impacts majeurs qui surviennent au niveau des champs et ça va devenir de plus en plus, avec cette grande variabilité-là, et plus d'intensité. Mais il y a aussi plus d'insectes qui vont arriver ici aussi. Et une des façons de se prémunir, ou en tout cas de s'adapter au changement climatique, entre autres pour la réduction de l'utilisation des pesticides, c'est les aménagements pour la biodiversité. Parce que les aménagements pour la biodiversité, c'est de la lutte biologique par conservation, c'est qu'on amène nos ennemis naturels contre les ravageurs qui sont dans les champs et contre les futurs ravageurs aussi qui vont arriver. On a déjà une banque d'ennemis naturels qui peuvent venir nous aider à contrôler nos ravageurs dans les champs. Donc, c'est vraiment dans les mesures qui ont été proposées pour l'adaptation au changement climatique et vous êtes en train de le mettre en place. La biodiversité fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez des haies, vous avez des bordures de fossés et tout ça. Ce qu'on veut, dans le fond, dans notre environnement, c'est qu'on veut avoir plein de prédateurs, donc des coccinelles, on va avoir des araignées, on va avoir des punaises prédatrices, on peut avoir des mouches prédatrices, on veut de la biodiversité, des pollinisateurs, des papillons, on veut des guêpes parasitoïdes, donc, et tout ça, ça va être dans notre aménagement parce que les aménagements que vous faites, ça peut leur servir de refuge, ça peut leur servir de site de nidification, ça peut leur servir de site de reproduction, d'hibernation et tout ça. Et donc, on ne veut pas nécessairement avoir une espèce en particulier dans notre environnement, on veut avoir plusieurs espèces qui vont venir jouer ces rôles-là au niveau de la lutte contre les ravageurs. On parle beaucoup des pollinisateurs. Je pense que j'ai vu plusieurs aménagements de prés fleuris dans les aménagements qui ont été faits. Les pollinisateurs indigènes, ils procurent 50% du service de pollinisation de nos cultures. Donc, c'est vraiment la moitié qui vient de nos pollinisateurs indigènes. On les connaît beaucoup moins que l'abeille domestique. On sait que l'abeille domestique, elle a des enjeux avec l'agriculture, mais les pollinisateurs ont des gros enjeux, les indigènes, avec la perte d'habitat. Et ils ont des besoins aussi qui sont plus spécifiques en termes de fleurs, de type de fleurs. En termes pour leur site de nidification, par exemple, il y en a qui ont besoin de sol à nu. Parce qu'ils vont creuser, comme vous voyez, là, ici, c'est une petite abeille indigène, je vais le montrer ici.
Donc, c'est une petite famille, ça s'appelle des abeilles de la sueur. Ils sont vertes ou bleues métalliques, puis souvent, ils vont venir s'abreuver sur nous. Ils aiment l'eau salée. Mais c'est des petites espèces qui vont nicher soit dans le sol, soit dans des bûches en décomposition. Mais ils vont se promener, donc ils vont avoir un impact assez important sur la pollinisation de plusieurs cultures. Puis ça, c'est juste un des groupes. Là. On a vraiment beaucoup de groupes de pollinisateurs au Québec. On n'a pas souvent conscience que de laisser des tas de roches, de laisser des branches au sol, d'avoir des sols à nu, ça va leur permettre de venir nicher dans vos bordures et de pouvoir faire le travail, que ce soit dans votre culture ou la culture du voisin. Il y a aussi le fait que ces espèces-là, ce n'est pas comme les abeilles qui peuvent voyager sur 6 km. Eux, c'est maximum 3 km pour les bourdons, puis sinon, c'est 450 mètres. Donc, si on a des cultures qui ont besoin d'être pollinisées, mais on a besoin de ces environnements-là pour ces pollinisateurs-là qui vont pouvoir être à des distances suffisantes pour qu'ils puissent faire leur travail et qu'il y ait des ressources et des endroits pour se réfugier. On parle que pour les pollinisateurs indigènes, si on a des tales de fleurs à peu près de 1 mètre carré au 100-150 mètres, ça va être suffisant pour les soutenir pour leur nourriture puis pour leur reproduction. Fait que ça, c'est à réfléchir aussi sur votre ferme. Est-ce que je peux laisser un petit bout non aménagé qui a des fleurs tout l'été que je ne tombe pas, donc à peu près au 100-150 mètres. Fait que c'est de regarder ça. Est-ce que j'ai ça sur ma ferme ou pas? Ça peut vous donner une idée un peu de où est-ce que je peux aménager et tout. Des idées de fleurs, bon, ça, c'est une fiche qu'on retrouve, là. J'ai mis vous aurez le PDF, mais il y a des liens. Ça vous montre un peu toutes les espèces qui peuvent, parce que dans le fond, on a besoin pour les pollinisateurs d'avoir des fleurs toute la saison. S'il y a un bout qui n'a pas de fleurs, ils vont avoir vraiment des problèmes. Ils ne peuvent pas se disperser aussi loin puis aller chercher des fleurs. Donc, il y a des arbres qui font des fleurs en début de saison. Après ça, il y a plein d'autres espèces indigènes. On peut aménager aussi pour que dans vos aménagements fleuris, il y ait des fleurs du début mai jusqu'à la fin du mois d'août, du mois de septembre. Donc, c'est à réfléchir aussi pour qu'il y ait suffisamment de ressources pendant toute la saison. J'ai parlé des pollinisateurs, mais en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est que la majorité des autres insectes, que ce soit, comme vous voyez sur ces fleurs-là, il y a des coccinelles, il y a des guêpes prédatrices, il y a des punaises prédatrices. La majorité des insectes prédateurs, et surtout les guêpes parasitoïdes, ont besoin de pollen. Une coccinelle peut survivre toute sa vie juste avec du pollen de fleurs. Elle ne se reproduira pas, mais elle va survivre. Et donc, si dans l'environnement, vous avez des fleurs, en début de saison, je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, sur les pissenlits, en début de saison, on a souvent là, des petites coccinelles roses, c'est la coccinelle maculée, c'est une coccinelle indigène au Québec. Elle va se soutenir pendant tout le début de saison. Tant qu'il n'y a pas de ravageurs dans le champ, elle va manger du pollen. Donc, le fait d'avoir des bordures fleuries, des fleurs tout au long de la saison, bien, ça nous garantit d'avoir ces prédateurs-là qui vont être prêts à venir manger le puceron du soya dans la culture à côté. Donc, c'est vraiment important, les fleurs, même pour nos prédateurs et surtout les petits guêpes parasitoïdes que je vous présente après. Les prédateurs, je veux juste vous faire un petit survol. Il y a une fiche technique qui a été publiée là, sur le site du CETAB, que je vous ai mis le lien, qui présente vraiment plus en détail chacun de ces groupes-là. Mais dans le fond, dans les prédateurs généralistes qu'on a, puis qu'on ne voit souvent pas, les carabes, les araignées. Les carabes, c'est des coléoptères que vous voyez là, ils ne volent pas. C'est des gros coléoptères qui vont marcher au sol, mais c'est des mangeurs de limaces, c'est des mangeurs de chenilles, c'est des mangeurs, ils vont manger tout ce qui passe sur leur chemin et ils peuvent être en très, très grande quantité dans l'environnement, mais eux vont bénéficier beaucoup des bordures enherbées. En fait, ils viennent hiberner dans les bordures d'herbe qui sont laissées hautes. Et ils vont repartir après dans le champ, puis ils vont se nourrir de tout ce qu'ils vont trouver. Fait que c'est des prédateurs généralistes qu'on oublie, mais de laisser des bordures enherbées qui vont être laissées hautes, qui ne sont pas fauchées continuellement pendant l'été, mais c'est surtout à l'automne puis au printemps, c'est des très bons endroits pour ces prédateurs-là qui font un travail de fond qui est quand même très, très important. Bon, les coccinelles, je pense que tout le monde les connaît. On connaît bien la coccinelle asiatique. Ils peuvent manger, la coccinelle asiatique peut manger 250 pucerons du soya par jour. Ceux qui font des grandes cultures, c'est votre seuil d'alerte pour ne pas traiter, pour traiter avec un insecticide. Mais si vous avez une coccinelle par plant, vous n'avez pas besoin de traiter contre le puceron du soya quand la coccinelle asiatique est là. Fait que les coccinelles, ça peut être des atouts, mais très, 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 très importants dans l'environnement. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Il y en a qui ont déjà entendu la conférence, mais combien de coccinelles, d'espèces de coccinelles on a au Québec? On dit un chiffre?
10? On en a 80. 80 espèces différentes de coccinelles. Puis dans les cultures, souvent, on en voit 4, 5, 6 des fois. Mais ce qu'on veut, ce que je vous ai dit tantôt dans l'environnement, ce qu'on veut, c'est une diversité fonctionnelle. On veut plusieurs espèces de ces groupes-là. Donc, on va essayer d'en attirer plus. Puis, les coccinelles ont des particularités au niveau de leur site d'hibernation. Il y en a qui vont hiberner au pied d'un grand arbre au coin du champ. Il y en a qui vont hiberner dans les bordures, au pied des saules ou des aulnes. Il y en a qui vont en bordure de forêt. Donc, coccinelle à 7 points, par exemple, c'est plus la bordure de forêt. Il y en a qui vont vraiment chercher spécifiquement un arbre. Donc, le fait de diversifier les arbres dans les haies, dans les bordures de boisés, d'avoir aussi des arbustes dans vos bordures, bien, ça peut vous permettre leur permettre d'hiberner dans la bordure de votre champ. Donc, c'est quand même, puis on le sait, le travail qu'ils vont faire par la suite. D'autres espèces, les cirfes. Les cirfes, souvent, peut-être ça ressemble à une abeille. En fait, c'est une mouche. C'est une mouche qui mime une abeille. Les adultes, c'est des pollinisateurs, mais les larves vont être prédatrices de pucerons, peuvent manger jusqu'à 1000 pucerons dans leur développement en dedans de 3 semaines. Donc, mais les cirfes ont absolument besoin de fleurs. Fait que si on les veut dans notre champ, bien, il faut qu'on ait des fleurs en bordure. Donc, c'est quelque chose qui est important de penser. D'autres espèces aussi. Je vous montre ici, ça c'est un site d'hibernation de la coccinelle maculée. Vous voyez les coccinelles, je pense que c'est au bord de l'autoroute 20, la sortie de la présentation. Il y a trois très grands saules qui sont là. Quand j'ai fait mon doctorat, j'allais chercher mes coccinelles maculées là. Ils hibernent en millions d'individus au pied de ces grands saules-là, sur le bord de l'autoroute. Donc, au printemps, avant, ils se regroupent tous à un endroit comme ça parce qu'ils ont un repère visuel. Ils vont se regrouper là et après ça, ils vont se redisperser, souvent en marchant, puis ils vont aller dans les champs adjacents. Fait que de penser que surtout la coccinelle maculée, elle, c'est les grands saules. Les grands saules qu'on avait à l'époque, les grands saules pleureurs, là, avec plein d'herbes autour, bien, c'est leur site vraiment de choix pour hiberner. Fait que ça peut-être, ne coupez pas votre saule au coin du champ, laissez les herbes hautes, ça peut être un site d'hibernation intéressant pour les coccinelles. Un autre groupe, les parasitoïdes. Bon, tout le monde connaît Alien, le film, bien c'est ça, un parasitoïde. C'est une guêpe qui vient pondre à l'intérieur, comme là vous avez une petite guêpe, aussi petite que le puceron, qui vient pondre à l'intérieur. La larve va manger l'intérieur du puceron, va ressortir en guêpe. Donc, c'est un des groupes qui passe vraiment inaperçu parce que vous voyez la taille, c'est 1 mm des fois c'est plus petit que ça pour les parasitoïdes d'œufs, mais ils font un travail de fond. Ils arrivent les premiers vraiment pour tuer, bien, en fait, ils sentent les insectes parce qu'il y en a pour les pucerons, mais il y a aussi pour la punasterne, par exemple. Vous voyez, ça c'est le parasitoïde. On voit la larve là, qu'on a extrait là, du ventre. Donc, la larve fait l'intérieur complet de la punasterne, va émerger en guêpe. Il y a aussi d'autres groupes, des mouches, par exemple, celles qui parasitent le scarabée japonais. Donc, le petit œuf blanc que vous voyez là, c'est la mouche qui est venue pondre. La larve va s'insérer à l'intérieur du scarabée japonais, va le manger, puis le scarabée va passer, en fait, le parasitoïde passe l'hiver à l'intérieur du scarabée, donc, mais ça empêche le scarabée de manger. Donc, si jamais vous voyez des scarabées avec des petits œufs blancs comme ça, tuez-les pas parce que c'est des parasitoïdes qui sont à l'intérieur. Fait que tout ce groupe-là, en fait, les parasitoïdes, c'est un groupe qui vont vraiment, les adultes ont absolument besoin de nectar et de pollen de fleurs. Ils ne survivront pas, ils ne seront pas capables de se reproduire s'il n'y a pas de fleurs. Mais c'est un des groupes qui va venir justement quand il y a peu de population de ravageurs, qui peuvent, s'ils sont présents dans l'environnement, ils vont venir faire un contrôle très efficace, très rapidement. Mais par contre, ils ne se dispersent pas sur des grandes distances. Et aussi, ils sont très affectés par le vent. Pensez-y, un petit insecte d'1 mm, s'il y a beaucoup de vent, bien, c'est sûr qu'il ne pourra pas se disperser, puis il ne va pas se promener non plus. Je pense qu'eux autres, leur maximum, c'est 2 km/h de vent. Au-dessus de ça, ils ne vont pas se déplacer. Fait que ce groupe-là en particulier est vraiment, vos aménagements vont être hyper importants pour ces groupes-là. Puis on va le voir avec des données qu'on a prises au Québec. Peut-être vous mentionnez un peu pourquoi les insectes sont affectés par le paysage. Un puceron. Les pucerons, par exemple le puceron du soya, ils hibernent au sud des États-Unis, ils partent du sud des États-Unis, ils ont des ailes, il y a certains en tout cas, individus qui deviennent ailés, ils se laissent porter par le vent, ils arrivent, ça fait des kilomètres, ils peuvent faire des centaines de kilomètres sur les grands vents, mais pour pouvoir atterrir, il faut qu'ils referment leurs ailes, puis là, ils vont tomber dans le champ.
Mais comment ils vont détecter que c'est leur plante hôte? Parce que, par exemple, un puceron du soya va pouvoir survivre seulement sur du soya. Et donc, ça va être vraiment la couleur de la plante au départ de la saison, et aussi, s'il y en a beaucoup dans l'environnement, ils vont décider de se laisser tomber dans le champ. Donc, c'est vraiment le premier stimuli pour les ravageurs, la plupart, ça va être la couleur. Après ça, ça va être l'odeur. Ceux qui volent bien, ils vont être attirés par l'odeur aussi. Fait que là, ça vous fait penser aussi que si on diversifie notre environnement, qu'on met plein de couleurs différentes, bien, les ravageurs, déjà de base, vont moins être intéressés par votre champ parce qu'il va avoir des couleurs différentes, il va avoir des odeurs différentes. Pour les prédateurs puis les parasitoïdes, bien, c'est la couleur de la plante hôte parce que les plantes stressées par un ravageur vont changer de couleur puis vont changer d'odeur. Les coccinelles peuvent repérer des foyers de pucerons sur 1 à 2 km. Fait que pour les coccinelles, d'avoir des bandes ou des sites d'hibernation adéquats à 1 à 2 km ou même des fleurs, c'est correct. Pour les parasitoïdes, par exemple, c'est quelques dizaines de mètres seulement. Mais c'est les premiers répondants. C'est ceux qui vont trouver les premiers foyers, mais il faut qu'il y ait des fleurs dans l'environnement, il faut qu'il y ait un site d'hibernation pour qu'ils puissent trouver les ravageurs. Fait que c'est la façon dont ils vont fonctionner. Puis donc, les prédateurs vont arriver quand il y a beaucoup de proies. Fait que les insectes ont vraiment des stimuli visuels et olfactifs importants, puis le fait de diversifier votre environnement, vous venez un peu les mélanger, surtout les ravageurs. Fait que la lutte intégrée, on peut la voir à différentes échelles au niveau du paysage. Fait que vous avez, comme vous voyez, ça c'est une photo prise aérienne, bon, c'est à Sainte-Anicette, on voit plein de petits boisés, on voit qu'il y a des bordures, là, il y a une connexion entre différents boisés et tout ça. Vous pouvez faire déjà au niveau du champ, les pratiques culturelles que vous faites, si vous faites des intercalaires, si vous faites des bandes alternées, des plus petits bandes étroites de culture, vous venez mélanger les ravageurs. Donc, ça peut vous permettre déjà de faire un premier impact. Vos bordures, puis là, bien, je vais vous en parler avec des données qu'on a. Ça peut être des sites de reproduction, ça peut être des sites d'hibernation, ça peut être des ressources alimentaires, des refuges. Donc là, l'aménagement va vraiment, si vous les aménagez, le type de bordure que vous faites, c'est des haies brisements, des bandes riveraines élargies, il y a vraiment les prés fleuris, etc. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire. Ce qui est important aussi de penser, c'est la connectivité. Pour beaucoup de ces insectes-là, ils ne vont pas traverser un champ en ligne droite. Ils vont suivre la bordure. Donc, s'ils sont protégés parce qu'il y a des haies, parce qu'il y a des arbres, des arbustes, ils vont plus se déplacer sur ces bordures-là. Un peu comme la grande faune là, dont on parle, les oiseaux puis les mammifères. Mais pour les insectes, c'est encore plus vrai. Donc, le fait d'avoir la connexion entre vos champs par ces bordures-là, bien, ça peut vous garantir d'avoir des prédateurs et des parasitoïdes plus loin sur votre ferme. Puis, le paysage, je vais vous en parler un peu plus grand, mais de diversifier le paysage, bien, pour le puceron du soya, s'il y a plein de cultures dans un environnement, dans une région, il ne va pas décider d'atterrir là. Il va aller plus loin où il va avoir vraiment juste du soya. Fait que ça aussi, c'est à réfléchir pour certains des ravageurs. Donc, c'est vraiment chaque niveau de complexité que vous faites sur votre ferme va vous permettre d'améliorer votre lutte intégrée de façon générale. Fait que les effets de bordure sur la lutte intégrée, bon, je l'ai dit, les sites d'alimentation, les sites de reproduction, sites d'hibernation, on a des barrières physiques, puis des refuges durant les activités agricoles. Fait que je vous présente ça. Les bandes enherbées, comme j'en ai parlé tantôt, c'est vraiment des ressources essentielles pour les ennemis naturels. C'est les sites d'hibernation, sites de reproduction, d'alimentation. Tous ces insectes-là, les araignées, les carabes, comme ça, ont vraiment un besoin de ces bordures-là. On parle de 10 mètres carrés à peu près en bordure d'un champ qui serait suffisant, que vous ne tondez pas, que vous laissez qui vont être de l'herbe longue, qui peut être suffisant pour avoir abrité une population importante comme ça. Un des projets qu'on a fait dans les années 2013 à 2018 avec l'OBV-Bémissisquoi, puis Charles Lucier, qui est un agroforestier, on a été chez des producteurs qui avaient implanté des haies brise-vent. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les insectes, soit au sol, soit par des filets fauchoirs ou des pièges collants, dans les haies brise-vent en 2013. Puis en 2018, on a été aussi à 30 mètres puis à 60 mètres dans le champ aussi. Ces mêmes haies brise-vent-là. Donc, ce qu'on voulait voir, c'est
qu'est-ce que ça a comme impact sur nos espèces de prédateurs. Fait que le graphique que vous voyez là, c'est le temps puis l'abondance des carabes, entre autres. Et ce qu'on voit, c'est que dans la bordure enherbée, on avait beaucoup plus de carabes, donc à la fin de l'été, ils retournent hiberner sur ces sites-là. Fait que ça vient montrer que de laisser des bordures enherbées à la fin de l'été, ça va leur permettre après ça de bien hiberner. Puis la neige, elle s'accumule dans l'herbe et ça fait aussi un refuge parce que sous la neige, c'est 0 degré à peu près. Fait qu'on ne tombe pas à des températures, à des fluctuations trop grandes. Fait que c'est vraiment un des impacts des bandes enherbées. Fait que de penser que vos bordures de fossés enherbés, c'est pas bon, non, c'est bon pour certains de ces groupes-là, c'est de diversifier sur la ferme vos aménagements. Les bordures fleuries. Plusieurs avaient fait des bordures fleuries. C'est quand même étudié depuis longtemps sur la planète, les bordures fleuries. Il y a une méta-analyse qui est sortie. Une méta-analyse qui regroupe là, plein d'études qui sont similaires, puis ils essayent de faire ressortir c'est quoi les impacts finalement de mettre des bandes fleuries en bordure de culture. Puis, dans toutes les études, ce qui remontrait, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'ennemis naturels dans les bordures fleuries que dans les bandes enherbées, qu'il y avait les parasitoïdes particulièrement, ils étaient beaucoup plus abondants dans ces bordures-là. On avait moins de dommages aux cultures adjacentes parce que c'est ça qu'on se dit, bon, ben oui, on en a dans notre bordure fleurie, mais est-ce que ça va dans notre champ? Est-ce que ça nous aide à régler finalement nos problèmes de ravageurs? Et ça parlait même d'une augmentation de 16 du contrôle biologique. Donc, le fait d'avoir des bordures fleuries, globalement, il y a un impact sur le contrôle biologique des ravageurs. Un des projets qu'on a fait avec Gestrisol, justement, là, dans des bordures ruisseau Brandy qui avaient été aménagées donc, sur le bord du ruisseau, on a été, puis ça, c'est tous des petits projets, c'est des 5 000 qu'on allait chercher à l'époque, des 5 000 ou 10 000 donc on a été échantillonné une journée là, dans ce projet-là. Mais ce qu'on a vu, en une journée, on avait 8 000 insectes de récoltés. Donc, pour vous dire, c'est quand même des projets qui sont, même si on ne fait pas beaucoup d'échantillonnage, on a beaucoup de travail pareil. Donc, on avait quand même des pollinisateurs, des parasitoïdes, des prédateurs, les ravageurs. Et en fait, la bordure en bleu, c'était la bordure fleurie, puis on avait été voir dans une bordure qui était juste enherbée. Clairement, les parasitoïdes sont vraiment significativement plus abondants dans les bordures fleuries que dans les bordures enherbées. On avait aussi plus de prédateurs. Les ravageurs aussi, mais les ravageurs, souvent, ce n'est pas des ravageurs qui vont affecter la culture. C'est des ravageurs qui sont vraiment, c'est plus des insectes, des herbivores qui sont dans la bordure et qui s'alimentent dans la bordure, mais qui vont servir aussi de réservoir pour nos prédateurs puis nos parasitoïdes. S'il n'y a rien dans le champ, bien, ils vont être là puis ils vont avoir de la nourriture quand même. Donc, souvent, il n'y a pas d'impact d'avoir ces ravageurs-là sur la culture adjacente. Des nouveaux projets qu'on a fait, donc, avec Groupe Pleine Terre, Conservation Nature Canada, on a été voir des bordures qui viennent d'être aménagées là, dans les dernières années, dans bordure de verger à Covey-Hill. Puis, j'ai comparé avec un projet qu'on fait avec Duraclub, en fait. Un autre projet où là, on est allé voir à Denham, sur le bord soit de verger, soit de vignoble, des bordures non aménagées. Parce que dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on a des prédateurs, des parasitoïdes, des pollinisateurs? Comment on fait, si jamais on en a peu, comment on fait pour les aménager? Quel aménagement on va faire? Fait que ce projet-là, avec Julie de Duraclub, puis le zoo de Granby aussi qui s'implique de plus en plus dans des projets de ce genre-là, c'était justement d'aller voir qu'est-ce qu'on peut proposer comme aménagement. Fait qu'un gros projet comme ça qu'on a fait là, dans 2024, puis l'autre projet à Covey-Hill 2024-2025. Puis il y avait des bordures aménagées, puis des bordures non aménagées. Fait que j'ai fait comme une petite analyse juste pour voir un peu qu'est-ce qui se passe finalement dans... au niveau de l'abondance, dans les bordures fleuries des vergers, vous avez aménagé en bleu, naturel en orange. L'abondance était similaire pour les parasitoïdes, les prédateurs, les ravageurs. Pollinisateurs aussi, là, je ne les ai pas mis là, mais... Par contre, pour la diversité, le nombre d'espèces différentes de parasitoïdes était plus grand quand c'était aménagé.
puis aussi l'indice de diversité. Puis là, l'indice de diversité, ça veut dire qu'on a plus d'espèces par rapport à leur abondance qui vont être capables de générer des services. Fait que ça soit pour les parasitoïdes, les prédateurs et tout ça, la bordure aménagée avait un impact quand même plus grand par rapport à la bordure non aménagée. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui nous confirme que de faire vos aménagements, ça a quand même un certain bénéfice. Puis, un des vergers, justement, dans les bordures fleuries des vergers, dans l'aménagé, on avait jusqu'à 6 espèces de coccinelles par rapport à les bordures qui étaient naturelles. Quand on parle de biodiversité fonctionnelle, c'est ça qu'on veut aussi. On veut avoir plus d'espèces différentes qui vont venir jouer des rôles aussi différents. Là-dedans, il y a une petite espèce là, qui n'est pas là, mais qui va manger plus des tétraniques, en fait, que des pucerons. Donc, on veut vraiment une diversité qui va être un peu plus grande. Fait que d'aménager, on va chercher plus d'espèces différentes de coccinelles. Est-ce que ça a un impact à l'intérieur du verger? Donc, un des projets à Coville, on a regardé la bande fleurie, puis on est allé voir à 10 mètres, 30 mètres, 45 mètres dans le verger. Est-ce que ce qu'on retrouve dans notre bande fleurie, est-ce que ça se disperse dans le verger aussi? Puis donc, vous voyez ici, là, vous avez la bande fleurie qui est en bleu, puis les différentes distances dans le verger. Ça, c'est les prédateurs. Fait que oui, on a des prédateurs dans notre bande fleurie, mais on en a aussi de façon égale dans le verger. Fait que ça, c'est intéressant aussi de le savoir parce qu'on se rend compte qu'il va y avoir probablement un impact sur les ravageurs. Puis les parasitoïdes, bien, dans la bande fleurie, au 2 juin, on en avait beaucoup. Puis quand on a été voir, même au 5 août, on en avait beaucoup à 10 mètres, puis on avait quand même une bonne abondance de parasitoïdes. Donc là encore, ça démontre qu'il y a un impact à l'intérieur du verger d'avoir mis une bordure fleurie aménagée. Il y a d'autres impacts aussi, il y avait du parasitisme de la punaise terne, il y avait du parasitisme de d'autres ravageurs aussi là, dans ce verger-là. Fait que vraiment, c'est encore là un petit projet là, avec Conservation Nature Canada qu'on a fait cet été. Les haies brisements, à quoi ça sert? Bon, vous le savez, c'est pour contrer l'érosion, c'est pour protéger votre culture du vent. On peut protéger jusqu'à 20 fois la hauteur des arbres à peu près sur 200 mètres. Fait que ça donne une idée un peu de l'impact de la haie brisement. Mais sur les insectes, qu'est-ce que ça permet? Je vous parlais du projet des haies brisements, donc de Brome-Missisquoi. On est retourné en 2018. Puis, en 2018, on a attrapé, encore là, un projet EPADAR à 10 000 239 000 insectes récoltés là, dans les 5 sites. Il y avait 2 fois plus d'arthropodes, donc d'insectes dans les haies brisements. Puis, les abondances des prédateurs étaient plus grandes à 30 mètres. Puis, vous voyez, là, les parasitoïdes, quand il y a une haie, on les voyait jusqu'à 60 mètres dans le champ. Donc, c'est là qu'ils peuvent faire leur travail parce que la haie vient couper le vent et les parasitoïdes, ça leur permet de se disperser jusque plus loin dans le champ. Et donc, le parasitoïde pour le puceron du soya, entre autres, c'est un des premiers là, qui peut faire un super bon travail, puis pour d'autres cultures maraîchères aussi. Fait que notre haie brise-vent, on voit un impact jusqu'à 60 mètres. Dans certaines études, ils parlent jusqu'à 90 mètres au niveau des parasitoïdes, entre autres. Ce qui était très flagrant, vous avez les trips, puis vous avez les pucerons. Donc, sur le côté, on avait, les trips, on arrêtait de compter à 10 000 par piège collant. Donc, c'est pour ça qu'on a topé. Mais dès qu'il n'y a pas de haie brisement, on arrivait à 10 000 trips dans le milieu du champ, juste tout le champ au complet. Puis les pucerons aussi, où est-ce qu'il n'y a pas d'arbres, on voit que les pucerons étaient très élevés dans le champ aussi. Donc, la haie brisement fait aussi un effet de barrière pour ces ravageurs-là qui, eux, se laissent porter par le vent pendant l'été. Fait qu'il y a un double impact d'avoir plus de parasitoïdes, de protéger nos parasitoïdes, puis en plus d'empêcher ces ravageurs-là de se promener d'un champ à l'autre. Puis, un des producteurs, on est retourné, on avait fait une visite en 2022, puis c'était l'année où il y avait beaucoup de pucerons du soya. Puis il dit, moi, dans ce champ de soya, il dit, j'en ai pas de pucerons. J'en ai pas eu cette année, puis les autres années non plus. Donc, il confirmait que ce qu'on avait vu dans le champ en 2018, mais en 2022, même avec des fortes populations de pucerons, mais la haie jouait son rôle. Donc, une haie bien positionnée peut vraiment, quand vous avez des vents dominants, puis ça peut être vraiment, vraiment efficace pour contrer ces infestations-là, parce que le puceron du soya, il y a des ailés qui réapparaissent durant l'été quand il y a des fortes populations. Donc, un impact majeur des haies pour les insectes. Mais donc, dans le fond, les haies brise-vent, ça joue leur rôle. C'est des refuges pendant la saison. Ça peut être les sites d'hibernation. Ça peut être, en général, dans toutes les études, les haies brise-vent, il y a plus de guêpes parasitoïdes parce que justement, ça leur permet d'hiberner puis de se protéger du vent. C'est des corridors pour le déplacement. Puis, il y a une étude qui montrait qu'on augmentait jusqu'à 18 % de taux de parasitisme des pucerons dans les céréales avec des haies brise-vent.
On mentionne que globalement, puis ça, c'est à réfléchir chez vous par rapport à ces 200 à 400 mètres d'aménagement de haies de tout type. Donc, pollinisation, pour la pollinisation, donc des fleurs, des haies brise-vent, des bordures enherbées, à l'hectare à peu près, ça vous permet d'avoir un contrôle biologique optimal. Fait que c'est de réfléchir à ça sur vos fermes, peut-être dans les aménagements, de dire, OK, est-ce que je suis rendu à 200, je suis rendu à combien de mètres à l'hectare d'aménagement ou de laisser des bordures enherbées plus longues et tout et tout. Des fois, ça ne marche pas. Les aménagements peuvent ne pas fonctionner, puis ça, il y a plusieurs raisons. Ils peuvent retenir les pollinisateurs, les ennemis naturels. Donc, des fois, les espèces de fleurs qui sont là vont être plus intéressantes, puis les ravageurs aussi, que le champ à côté. En grande culture, ça ne se pose pas. Des fois, dans les cultures maraîchères ou fruitières, il faut bien penser à nos aménagements pour que ça n'arrive pas. Les espèces qui sont exotiques envahissantes, donc comme celles qui viennent d'arriver, exemple la drosophile à ailes tachetées, qui a plusieurs espèces de plantes, des rosacées, entre autres, qui vont vraiment être intéressantes, bien là, notre haie ou nos aménagements peuvent être problématiques parce qu'on les attire. Fait que pour les nouveaux ravageurs aussi, ça va être à voir aussi qu'est-ce qui est bon ou pas dans nos aménagements. La qualité, si votre bordure est affectée, entre autres, par les herbicides, parce qu'il y a eu un herbicide, une dérive, etc., mais là, votre bordure ne sera pas efficace parce qu'elle ne pourra pas abriter les prédateurs, les parasitoïdes, parce qu'elle elle a été affectée. Et un des gros aspects, c'est l'impact du paysage. Parce que vous pouvez avoir fait tous les aménagements possibles et imaginables sur votre ferme. Vous avez débordé, haies brise-vent, des bordures fleuries, puis vous avez fait tout ça. Mais autour de vous, c'est une mer de maïs ou de soya. Mais les ennemis naturels vont avoir de la difficulté à se rendre jusqu'à vous. Et ça, c'est un des effets qui peut aussi, c'est à réfléchir. C'est pour ça qu'il faut parler à ses voisins, c'est pour ça qu'il faut faire des aménagements, il faut convaincre nos voisins d'en mettre parce que ça va vous permettre d'avoir cette connectivité-là entre les champs. Un dernier projet que je vais vous présenter, un gros projet qui a été fait là, en Montérégie, justement, sur l'effet du paysage. Parce que dans le fond, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'il y a des études qui regardent le paysage dans son ensemble. Comment, à grande échelle, sur plusieurs kilomètres, on pourrait influencer en aménageant différemment, soit les ravageurs, soit les ennemis naturels, puis ne pas avoir, donc réduire l'utilisation des pesticides. Par exemple, ce qu'on fait beaucoup, là vous voyez, c'est un exemple, on va dans le champ qui est au milieu, on regarde par exemple les pucerons qui sont là, on les compte, on regarde les ennemis naturels et tout ça, puis après ça, on fait une analyse, on regarde au niveau de la composition, dans ce 1 km de rayon-là, de diamètre, c'est quoi les cultures, les forêts, les cours d'eau, les bordures, la quantité de haies, le kilométrage de haies, la taille, la forme des champs, la connectivité. Puis on met tout ça dans une analyse. Puis là, on fait plein de sites comme ça, puis là, on regarde au niveau du paysage quel paramètre peut influencer nos ravageurs ou nos ennemis naturels. Par exemple, si plus l'habitat est fragmenté, par exemple, ce qui a été montré, c'est qu'on diminuait de 68 la richesse des parasitoïdes, mais juste de 21 les ravageurs. Les ravageurs sont beaucoup moins affectés par la fragmentation du paysage, par le fait qu'on a de moins en moins de connectivité, mais nos parasitoïdes, comme je vous disais, sont tout petits, ils ont besoin d'avoir des habitats qui ne sont pas fragmentés. Fait que des haies qui s'en vont à un boisé puis à un autre. Le projet qui a été fait là, pour le puceron du soya au Québec, vous voyez tous les points qu'il y a ici, c'est des champs qui ont été échantillonnés. Soit c'était des données du réseau d'avertissement phytosanitaire ou c'est des clubs conseils qui ont été engagés. Donc, plusieurs clubs conseils ici ont fait du dépistage dans ces champs-là. Fait une centaine de champs qui ont été dépistés sur plusieurs années. Et pour tous ces champs-là, il y a eu toutes ces analyses-là de paysages qui ont été faites autour de regarder, OK, c'était quoi les couvertures de sol, la quantité de soya, de maïs, de céréales, le nombre de cultures, la forme des champs, les haies brise-vent et tout ça. Donc, ce que ça a donné, je le résume en deux petites figures. Donc, vous avez sur l'axe, ici, ça c'est la proportion de soya, puis vous avez les pucerons. Et donc, dans ce projet-là, on montrait que si on a 35 de soya sur un diamètre de 1,5 km, on atteint le seuil d'intervention du puceron du soya. Vous vous rappelez, je vous parlais du puceron qui va choisir d'atterrir dans un environnement. Fait que si, dans le paysage, on a vraiment plus que 35 bien, on va devoir traiter pour le puceron du soya. Parce qu'en plus, il y a moins de coccinelles, il y a moins de prédateurs. Fait que
On peut penser à plus large échelle nos paysages pour juste mélanger notre ravageur, juste en mettant, plutôt que de mettre notre soya toute côte à côte, de mettre un soya, un blé, un maïs, déjà diversifié dans le paysage, sur notre rayon, autour de notre ferme, on peut venir contrôler un ravageur de cette façon-là. Et de la même façon, l'autre ici, c'est le nombre de cultures qu'on avait dans notre rayon de 1,5 km. Plus que 4, bien, on n'était plus au seuil d'intervention. Parce que là, bien, on a d'autres cultures qui ne sont pas au même stade, au même moment, qui ont des prédateurs, qui vont se transporter, qui vont se déplacer vers la culture adjacente, vers le soya, par exemple. Et il y avait une importance des boisés aussi pour les prédateurs. Là je n'ai pas mis les figures, mais les coccinelles, entre autres pour les sites d'hibernation de coccinelles et de parasitoïdes, les boisés, dans l'analyse, avaient vraiment un gros impact. Fait qu'on peut aller plus loin que nos bandes qu'on aménage, on peut vraiment le penser, le paysage beaucoup plus vaste et de réfléchir un peu à comment on peut peut-être diversifier même à l'intérieur de notre ferme. Puis là, je n'ai pas parlé de ce qu'on peut faire. Si on met des intercalaires, en général, on vient aider beaucoup aussi. Donc, de couvrir notre sol, de mettre des cultures endérobées, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi pour diversifier autrement. Économiquement, à quoi ça sert vos aménagements au niveau économique? Quand est-ce que vous regagnez votre argent? Il y a vraiment très peu d'études qui ont fait ça. De dire, oui, on a un montant parce que là, ALUS est là, il vous finance en partie, une partie, mais effectivement, le fait que vous mettiez un aménagement, quand est-ce qu'il va vous rapporter, ou en tout cas que vous allez revenir dans votre argent sur ce que vous avez implanté à vos frais, ou en tout cas subventionné en partie. Fait que dans le projet qu'on avait fait avec l'OBV Bémissisquoi, on a travaillé avec ProConseil, puis on voulait essayer d'évaluer réellement cet impact-là. Malheureusement, les projets de petite envergure ne nous permettent pas de le faire. Mais ce qu'on avait déjà, on supposait que le fait qu'on ait des haies, ça nous permettait au moins de sauver un traitement insecticide contre le puceron du soya, par exemple. Fait que ça nous sauvait, finalement, on avait, à cette époque-là, c'était 29 $ à l'hectare qu'on sauvait, qu'on réduisait, le fait qu'on ait une haie brise-vent. On n'a pas de projet qui nous permet de faire ce genre d'analyse-là. Ça serait le fun de pouvoir le faire à grande échelle. On commence à avoir quand même beaucoup de données, éventuellement, pour le faire. Une étude qui a été publiée il y a une dizaine d'années, pas tout à fait 10 ans, une étude en Californie. Dans le fond, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé justement l'implantation de la haie. Il y avait deux types de cultures, une qui avait en rotation, une qui avait besoin de pollinisation, puis l'autre qui n'avait pas besoin de pollinisation, mais qui avait un besoin de lutte intégrée, donc de réduire l'utilisation d'insecticides contre ravageurs. Donc, c'est ce qu'ils ont été faire et ils ont essayé, il y avait le canola puis il y avait la tomate. Je sais, ça ne nous représente pas tant, mais c'est la seule étude qui existe, ça va vous donner une idée. Donc, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait 75 % de réduction d'utilisation d'insecticides quand il y avait une haie, donc versus d'autres champs où il n'y avait pas de haie. Et il augmentait de 21 % le rendement de la culture par les pollinisateurs quand il y avait une haie. Donc, la haie avait vraiment quand même un impact assez majeur. Donc, on réduisait l'utilisation d'insecticides, puis aussi on avait les pollinisateurs en plus grande quantité qui faisaient un travail de pollinisation. Fait que, comment ça se traduit, en fait? On fait des scénarios comme ça, économiques, pour voir certains scénarios, dans les scénarios qu'il y avait. Le scénario 1, c'est juste le bénéfice de diminuer l'insecticide une fois par année. Donc, souvent en grande culture, c'est ça qu'on va avoir. On n'a pas besoin du service de pollinisation, on a besoin du service de réduire les insecticides. Fait qu'il y avait le scénario 1, puis le scénario 2, c'est si on avait ce bénéfice-là, mais qu'on était subventionné. Donc ça, c'était aux États-Unis. Il y a une subvention, un peu comme on peut avoir quand on met en place, ou bien ALUS, donc qui vient nous subventionner une partie. Puis l'autre scénario, c'était, on avait deux bénéfices, donc la pollinisation puis la lutte intégrée. C'est s'il n'était pas financé ou s'il était financé en partie. Fait que donc, c'était 3 000 $ pour eux autres. 300 mètres, c'est 4 000 $ US pour l'installation d'une haie. Si on avait juste un service, le contrôle naturel, ça prenait 16 ans à revenir dans son argent ou 9 ans si on était subventionné. Puis, le service de pollinisation, bien, il y avait deux services. Donc là, c'était 7 ans si on n'était pas financé, 5 ans si on était financé. Donc, ça vous donne une petite idée. Ce n'est pas les mêmes coûts, ce n'est pas les mêmes cultures, mais c'est le genre d'études, je pense, qui pourraient aussi permettre de convaincre encore plus de producteurs d'adopter. Mais il y a quand même des bénéfices, puis on le voit parce que justement, on réduit l'utilisation de pesticides, donc moins de passage, moins d'intrants, moins de coûts, et la pollinisation aussi qui peut augmenter. Donc, par où commencer? Vous avez déjà commencé, mais je vous fais un petit wrap-up.
Déjà, si vous avez un objectif de lutte intégrée par rapport, là, je sais que vous avez mis des bandes fleuries parce que il y a plein de bénéfices. Là. On veut améliorer l'érosion, on veut le lessivage, on veut gérer différents problèmes, on veut augmenter la biodiversité de façon globale. Mais on peut aussi avoir un objectif de lutte intégrée en arrière, donc un ravageur qu'on n'aime pas ou qu'on a plus de difficultés, mais on peut déjà définir ça. Ensuite, au minimum, comme je vous en parlais, laisser des bordures enherbées qui sont non entretenues une bonne partie de l'été. Une dizaine de mètres carrés en bordure d'un champ, ça peut être suffisant donc, pour que ça joue son rôle pour les carabes, les araignées, entre autres. Les bordures fleuries, les îlots de fleurs tout au long de l'été. Donc, pensez à avoir des îlots aux 100 mètres à peu près. Ça va soutenir en tout cas une population de pollinisateurs, ça va aider les parasitoïdes, ça va aider les prédateurs. Les arbres, souvent sur les bords de champs, comme j'ai dit, pour essayer de contrer certains des ravageurs, là, les pucerons, entre autres, qui sont une problématique. 200-400 mètres à l'hectare. Fait que je vous rappelle le chiffre, ça peut vous donner une idée. Puis aussi, si on veut aller plus loin, penser ces rotations pour essayer de diversifier même sur la ferme notre paysage, pour ne pas avoir toutes les mêmes cultures une à côté de l'autre. Ça va réduire beaucoup l'attractivité déjà des ravageurs, puis ça va nous permettre d'avoir plus de prédateurs. Fait que, ça, je pense que je viens d'en parler. Il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués dans ces projets-là au fil des années, plusieurs centres de recherche aussi. Puis, je voulais aussi vous parler, il y a un colloque Bio pour tous qui va se tenir à Drummondville le 18 et 19 février prochain. Fait que si ça vous intéresse. Puis, est-ce que vous avez des questions? Oui.